Madame l'ambassadrice de France en Turquie, Madame la consul générale, Monsieur le directeur du lycée Saint-Joseph, Madame la présidente de l'Assemblée générale, Madame la secrétaire générale, Messieurs, Mesdames les représentants des autorités turques, chers amis, chers participants, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'intervenir devant vous en ma qualité de président de l'Association française pour les Nations Unies. Et je remercie tout particulièrement les organisateurs de cet événement et en particulier mon ami Laurent Chapdelaine qui s'est magnifiquement occupé de moi depuis 2 jours. Ambassadeur à la retraite, je m'exprime ici en mon seul nom personnel en appuyant mes remarques sur ma seule pratique diplomatique passée. Mais je me réjouis en tout cas de constater que tant de jeunes de tous horizons se rencontrent pour analyser les graves enjeux auxquels notre planète fait face et réfléchir aux moyens d'y répondre collectivement au sein d'un système multilatéral centré sur les Nations Unies. C'est la meilleure réponse à tous ceux et à toutes celles qui nous expliquent à longueur de messages désabusés sur les réseaux sociaux, d'affirmations fallacieuses et de vérités dites alternatives que les Nations Unies ont failli et serait dorénavant voué aux oubliettes de l'histoire. Rien ne me paraît plus faux. Le monde a changé, bien sûr, et change encore sous nos yeux tous les jours. Mais une lecture critique de l'état actuel des relations internationales et une analyse sans concession des reproches faits au multilatéralisme et au système des Nations Unies devraient, selon moi, nous conduire au contraire à réaffirmer leur caractère indispensable. Bien sûr, le monde traverse une période particulièrement difficile. La dégradation du climat et de la biodiversité s'aggrave. Malgré les espoirs nés à Rio en 1992, les engagements pris à Paris en 2015 et depuis, tandis que la pandémie du Covid-19 a fait reculer sérieusement la réalisation en 2030 des 17 objectifs du développement durable adoptés par l'ONU, c'est-à-dire par tous les États du monde. Des conflits meurtriers continuent d'ensanglanter plusieurs continents. Personne n'en parle ou presque. Je pense au Yémen, à la Birmanie, à la République démocratique du Congo, au Soudan, à la Libye, etc. Et la guerre sévit à nouveau en Europe avec la 2e agression russe contre l'Ukraine et ses menaces aujourd'hui de frappe nucléaire. Le Proche-Orient s'est de nouveau embrasé à la suite des attaques barbares du Hamas en Israël et d'une réponse israélienne qui viole toutes les règles du droit international et en particulier du droit humanitaire. Les perspectives de paix s'éloignent, l'Iran menace, le Liban vacille. Et le terrorisme n'a pas disparu. Les terroristes recourent massivement au trafic de biens, d'armes, de personnes, en particulier de femmes. Daesh progresse de nouveau en Syrie. Et des régimes nationalistes, xénophobes et ou autoritaires apparaissent ou se renforcent sur tous les continents, y compris en Europe. Enfin, le respect du droit international et des droits humains recule, alors qu'il progressait sans cesse depuis les années 90, et l'impunité regagne du terrain, malgré les récentes inculpations de la CPI contre différents chefs d'État et de gouvernement. Les conflits, et vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, les conflits et les catastrophes naturelles se multiplient et surtout leurs conséquences s'aggravent. La barre historique des 100 millions de personnes réfugiées ou déplacées a été franchie en 2002 selon le HCR, avec à sa suite les risques de famine et de pandémie qui réapparaissent. Des migrants disparaissent par milliers à la recherche d'une vie meilleure, tandis que nous arrivent les premiers réfugiés climatiques. Il faut rappeler une nouvelle fois, ici comme partout, que les premières victimes de toutes les crises, de tous les conflits, sont toujours les populations civiles, toujours les femmes, toujours les enfants et en particulier les filles. Des millions de citoyens du monde sont privés de leurs libertés fondamentales et de leurs droits, pourtant proclamés comme universels, indissociables et imprescriptibles, selon la Déclaration universelle des Nations Unies dont nous avons fêté le 75e anniversaire l'année dernière. Et la révolution technologique, le 70e, pardon, anniversaire, non, le 75e anniversaire.
et la révolution technologique qui devrait être un facteur de libération et de progrès. Vous en avez parlé aussi, et dans la vidéo on voyait très bien, c'était des fake news évidemment, les voix des journalistes étaient truquées, ils n'ont pas dit en réalité ce qu'on leur a fait dire. Cette révolution technologique qui devrait être un facteur de libération et de progrès pour tous est devenue un outil de déstabilisation des sociétés à travers les fake news, les cyberattaques, le complotisme, mais aussi un outil de déstabilisation du système multilatéral. Il est donc ô combien opportun et important que vous en traitiez, et je vous félicite d'avoir choisi ce sujet. Toutes ces évolutions ont deux conséquences. Le questionnement des bienfaits de la démocratie politique, de la liberté et des droits humains, et la remise en cause d'un système multilatéral centré sur les Nations Unies. L'ONU et les organisations internationales créées il y a près de 80 ans, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la signature de la Charte, seraient-elles devenues aussi inefficaces et impuissantes que certains l'affirment? Devons-nous nous résigner à une mondialisation débridée et violente, à un retour généralisé à la loi de la jungle? Le monde multipolaire qui se dessine aujourd'hui, que nous avons tous appelé de nos vœux, condamne-t-il le multilatéralisme? Je ne le crois pas. Parce que le multilatéralisme n'a pas failli. La création de l'ONU en 1945 a tiré les leçons de l'échec de la SDN. Organisation inclusive et universelle, elle repose sur l'égalité souveraine des États, malgré l'existence d'un P5, le règlement pacifique des différends, le non-recours à la force, le respect de l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le respect des droits humains, devenu au sommet de 2005 un pilier de l'organisation, tout comme la protection de l'environnement. Le système multilatéral centré autour des Nations Unies comprend également depuis l'origine, et c'est insuffisamment rappelé à mon sens, une importante dimension économique, commerciale et financière, à travers notamment le système de Bretton Woods, mais aussi la coordination, qui reste hélas théorique, de l'ensemble de ces matières par le Conseil économique et social ou par la CNUSED. Mais enfin et surtout, et il faut toujours se le rappeler pour ceux qui ont été sur le terrain, c'est une évidence, des dizaines de milliers d'agents des Nations Unies et des institutions spécialisées continuent de secourir tous les jours, sur tous les lieux de misère, les populations en danger. J'en ai fait l'expérience et j'en ai eu la preuve quand j'ai passé 2 ans au Pakistan comme représentant spécial pour l'aide humanitaire, représentant spécial des Nations Unies. Enfin, l'implication de la société civile et des ONG en particulier, non seulement à Genève et à New York, mais partout, conjuguée à la médiatisation accrue des enjeux concernant le climat notamment et les droits humains, a eu au moins le mérite d'interdire les débats à huis clos, de les rendre désormais impossibles et à renforcer les pressions sur les gouvernements et les régimes défaillants ou autoritaires. Bien sûr, les méthodes et les objectifs des Nations Unies ont évolué. Le centre de gravité politique, le Conseil de sécurité, s'est grippé, poussant les pays du Sud à réclamer une revitalisation de l'Assemblée générale et un recentrage de l'ensemble du système sur les questions économiques et sociales. Jusqu'à présent, les différentes composantes du système multilatéral ont fait preuve de résilience grâce au soutien pragmatique de coalitions ad hoc, qu'on appelle arc-en-ciel aux Nations Unies, et à la mobilisation de la société civile, d'experts et de scientifiques, de responsables politiques, qu'ils soient nationaux ou régionaux, et de personnalités charismatiques. Mais c'est hélas de plus en plus souvent dans des cénacles restreints, ou à l'inverse, au sein de gigantesques conférences internationales, que se déroulent les grandes négociations. L'ONU reste en réalité une référence de légitimité, même si elle n'est plus nécessairement toujours un cadre pour l'action. L'ONU a, reconnaissons-le, partiellement échoué en matière de paix et de sécurité. Certes, aucune guerre mondiale n'a éclaté depuis 1945, et c'était l'objectif premier de la création des Nations Unies, éviter une 3e guerre mondiale qu'à cette époque on croyait presque inéluctable. Pas de guerre mondiale malgré le déclenchement rapide de conflits violents. Pensez au Congo, pensez à la Corée, à la guerre du Vietnam, ou ensuite à la longue période de la guerre froide. Et les Nations Unies ont réussi malgré tout, plus récemment, à participer à la régulation de crises nucléaires. Pensons à la Corée du Nord.
ou au JCPOA signé sous les auspices des Nations Unies concernant le nucléaire iranien, même si dans les deux cas, on peut aujourd'hui avoir quelques inquiétudes. En tout cas, l'ONU s'est montrée capable de fédérer un consensus international acceptable par le P5. Mais de nombreuses guerres de proxy et des guerres civiles ont fait des ravages, l'ONU contribuant au mieux à ce qu'elle ne dégénère pas en conflit impliquant les grandes puissances. Elle a su cependant établir des processus de sortie de crise et de reconstruction à travers notamment les opérations de maintien de la paix et les commissions de consolidation de la paix. Mais l'ONU a été de fait presque absente des crises ouvertes en Europe, Caucase, Géorgie, Ukraine, en Syrie, en mer de Chine et à Hong Kong, ou encore en Amérique centrale et dans la Caraïbe. L'absence d'un comité d'état-major pourtant prévu par la charte et les mandats irréalistes de certaines opérations de maintien de la paix, au regard de leurs règles d'engagement et de leur financement insuffisant, a poussé un transfert vers des organisations militaires, comme l'OTAN, ou à des forces multinationales sans toujours l'accord des Nations Unies. Irak, Kosovo, il y avait l'accord des Nations Unies, vous le savez, avec la résolution 1244, dont notre ambassadrice est une spécialiste. Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, qui est un lointain avatar du fameux droit d'ingérence inventé par la France, a été consacrée la mise en œuvre, la responsabilité de protéger au sommet mondial de 2005, mais ce concept partiellement resté lettre morte du fait de l'opposition au Conseil de sécurité des trois plus grandes puissances qui ne veulent pas considérer les violations graves des droits humains et du droit humanitaire comme une violation de la paix et de la sécurité internationale, et donc nie au Conseil de sécurité le droit d'intervenir dans ces conflits. C'est le développement durable qui s'est imposé comme une préoccupation majeure pour les Nations Unies. La chute de l'URSS, puis la politique de réforme et d'ouverture en Chine ont permis l'insertion dans les échanges commerciaux internationaux des anciens pays à économie socialiste. Mais elle se heurte aujourd'hui aux violations massives par presque tous ses États membres des règles de l'OMC, notamment par la Chine entrée en 2000, et puis par évidemment des politiques de sanctions, qu'elles soient bilatérales avec les sanctions extraterritoriales américaines ou collectives, sanctions contre la Russie notamment, et mises en échec aussi par la montée du protectionnisme presque partout. Le centre de définition des grandes orientations de politique économique s'est déplacé peu à peu vers des cénacles exclusifs. Le G5 d'abord, puis le G7, devenu le G8, puis redevenu le G7 avec l'exclusion de la Russie. Le G20, l'OCDE, Davos, les rendez-vous des pays qui comptent. C'est important parce que c'est là aujourd'hui que se crée la norme qui ensuite est adoptée par les pays. C'est là et non plus au sein des Nations Unies. Il faut en tenir compte. Le Conseil économique et social n'a jamais exercé son rôle de coordination, malgré la nomination, vous le savez, au sein des Nations Unies, d'abord d'un directeur général, puis d'un vice-secrétaire général chargé de cela. C'est au sein des grandes conférences thématiques, dont les thèmes sont repris en partie par vos commissions, le droit de la mer, les femmes, les enfants, le climat, le développement social, et à travers des conférences des parties que les débats internationaux se sont recentrés sur le développement durable, consacré donc comme quatrième pilier des Nations Unies au sommet mondial en 2005 et par les objectifs du développement durable et l'agenda 2030. Le multilatéralisme est donc aujourd'hui fragilisé. Son succès même à l'origine et pendant de nombreuses décennies a eu pour effet aussi, avec la décolonisation, d'accroître l'hétérogénéité des acteurs et donc de leurs intérêts. Donc les difficultés à le faire fonctionner. On a créé des règles quand on était 50, on est aujourd'hui, vous le savez, 193. Les tentatives de réforme du système pour faire place aux nouveaux acteurs ou limiter les effets de situations dominantes, et notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, continuent à se heurter aux résistances américaines, russes et chinoises notamment. Le respect du droit et des droits humains est aujourd'hui ouvertement contesté par ceux qui en réalité entendent s'en affranchir. Et le strict respect de la souveraineté des États justifie la lenteur ou le blocage des négociations au sein des Nations Unies. Ne dites jamais « il n'y a plus de règles ». Il y a des règles, les mêmes,
Il y a simplement aujourd'hui plus d'États qui ne veulent plus les respecter et les appliquer. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Nul doute enfin que l'apparition, j'en ai déjà parlé, d'une sorte de société civile internationale qui réclame la parole au nom d'une conscience universelle, entre guillemets, est de fait difficile à intégrer dans un système qui n'a pas été conçu pour les sociétés civiles. Plus grave, aujourd'hui, les Nations Unies sont ouvertement attaquées et clairement menacées. Bien sûr, l'organisation doit reconnaître ses faiblesses. Bureaucratie parfois coûteuse, pas toujours efficace, blocage du Conseil de sécurité, faiblesse du bilan mondial en matière de réalisation des objectifs du développement durable, influence excessive de quelques États membres, incapacité à financer ce que l'on décide à New York. Vous savez, c'est extraordinaire quand on représente les Nations Unies sur le terrain. J'étais le plus haut représentant des Nations Unies au Pakistan pendant 2 ans. Je n'avais pas autorité sur les agences des Nations Unies. Je devais aller quémander à chaque fois l'accord du PNUD, de l'UNICEF, de l'OMS, du HCR, pour obtenir que quelque chose se fasse. Et tous les États membres me disaient, mais que font les Nations Unies? Les Nations Unies, elles cherchaient de l'argent qu'on ne leur donnait pas. Tout le monde demande aux Nations Unies un certain nombre d'actions, d'opérations, d'initiatives, tout en ne les finançant pas. Or, les Nations Unies, ça n'est pas un trésor de guerre caché. Les Nations Unies, c'est nous. Ce sont nos États. Ce sont les États qui sont responsables de la faillite partielle des Nations Unies dans certains secteurs. Certaines des critiques contre les Nations Unies sont fondées et connues, d'autres paraissent contradictoires, je viens de l'évoquer, d'autres encore reposent sur le refus de toute réforme de l'institution, d'autres enfin sur la remise en cause de la légitimité même d'un système qui justifierait selon eux, et autour d'eux bien entendu, la recherche d'un ordre international alternatif. De plus en plus de régimes autoritaires s'engouffrent dans les brèches ouvertes par les 3 grandes puissances. Il faut appeler un chat un chat. Je ne sais pas comment on dit en turc, quelle est l'expression correspondante. Les États-Unis, qui, notamment sous la présidence de Donald Trump, multiplient les cessations de paiement aux agences des Nations Unies. Il faut se rappeler que les États-Unis, qu'on critique beaucoup, financent quand même 25% du système des Nations Unies. C'est quand même beaucoup. Et que la Chine, jusqu'à il y a quelques années, en finançait 6%. Donc les critiques des uns, évidemment, rencontrent les critiques des autres. En tout cas, les États-Unis ont pris l'habitude de couper les crédits, puis de les rétablir, de s'en aller. Souvenez-vous, l'OMS, l'UNESCO, l'UNRWA, et puis de revenir. Nous sommes de nouveau face, hélas, au risque d'un retrait américain des organisations internationales, et notamment des Nations Unies, qui de fait risque de considérablement les affaiblir. Quant à la Russie de Vladimir Poutine, nul besoin de rappeler qu'elle occupe actuellement 5% de territoire européen, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine bien sûr, où une guerre d'agression et de destruction continue qui a commencé en 2014. Enfin, la Chine de Xi Jinping proclame sa volonté d'une double rupture avec l'ordre international. D'abord avec les droits humains garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lisez les textes du Parti communiste chinois qui proclament qu'ils ne sont pas applicables en Chine, parce que seul est applicable le droit aux caractéristiques chinoises. Et par ailleurs, une rupture avec l'ordre international multilatéral qu'elle entend remplacer par un multibilatéralisme ordonné autour de Pékin, dont atteste la réalité de son initiative Ceinture et route, nouvelle route de la soie pour nous. Face à ces évolutions inquiétantes, il nous faut réaffirmer avec force, d'une part, la légitimité des Nations Unies, parce que c'est un lieu unique à vocation universelle. Cela passe évidemment pour renforcer cette légitimité, en premier lieu par leur réforme. Les pistes sont connues. Élargissement du Conseil de sécurité, limitation du droit de veto, revalorisation de l'Assemblée générale, renforcement des capacités des opérations de maintien de la paix, réforme du barème des contributions, renforcement des pouvoirs du secrétaire général. Mais un autre enjeu majeur pour ceux qui croient aux droits humains, à la liberté et à la coopération est de mener ce que j'appelle la bataille des mots et des concepts face à des propos trompeurs et dangereux. Le destin commun de l'humanité. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, au-delà de son aspect apparemment très attractif. Le win-win, le consensus. J'ajoute à la démonstration de l'ambassadrice
Bien entendu, il ne faut jamais mentir en diplomatie, notamment multilatérale, parce que si vous mentez, vous minez la confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de négociation. Ne croyez pas non plus à la vertu absolue du consensus proclamé. Si nous essayons, les 500 personnes présentes dans cette salle, si nous votons sur les droits humains, croyez-vous qu'un seul droit humain sera adopté par consensus, qu'il n'y aura pas une seule personne pour s'opposer à tel ou tel droit? Le consensus, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le plus grand dénominateur commun. Et pour ceux qui ont fait des maths, j'espère ne pas me tromper, j'en ai fait un peu, le plus grand dénominateur commun, c'est le plus petit accord possible. La société internationale ne peut pas être fondée là-dessus, et elle ne l'est pas. Que ce soit l'ONU, l'Union européenne ou d'autres organisations régionales, elles sont fondées sur le compromis. Le compromis qui mène à un consensus, bien entendu, mais parce qu'il a permis à chacun, en faisant des concessions, d'obtenir quelque chose. C'est tout l'art et l'exercice que vous allez mener pendant 3 jours dans les commissions. Il faut s'écouter, il faut surtout, au bout d'un certain temps, je le redirai cet après-midi dans la commission où je serai, pas se contenter de répéter éternellement les mêmes choses. Il faut aller vers l'autre, comme a dit l'ambassadrice, parfois en allant discuter en bilatéral, en disant « bon, j'ai compris, tu veux pas ça, moi je veux pas ça, comment on fait? Qu'est-ce qu'on trouve comme middle ground ?» C'est absolument fondamental. N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout est simple, qu'il suffit de se mettre d'accord par consensus. Vous imaginez l'Assemblée générale ne délibérant qu'au consensus, c'est le droit de veto pour 193 pays. Bon courage. La confrontation doit être évitée, évidemment, c'est le principe de la diplomatie, notamment multilatérale. Il faut promouvoir aux Nations Unies la recherche d'agendas positifs. Si je ne gagne pas tout de suite quelque chose, je le gagne un peu plus tard. Je le gagne dans le temps. C'est tout ce qu'on essaye de faire, bien sûr, notamment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Et je suggère en plus qu'enfin soit reconnu que ces agendas positifs doivent être fondés non pas seulement sur les intérêts des États, mais sur cette notion formidable inventée notamment par les Canadiens et les Japonais qu'on appelle la sécurité humaine, qui place les droits humains, les droits de la personne humaine, parce que comme l'a dit notre chanteur, il n'y a pas de blanc, de noir, d'homme, de femme, il y a des personnes. Toute personne a les mêmes droits que son voisin. Et donc je dis, moi, qu'il est temps que nous recentrions le système multilatéral sur les droits de la personne. Ça évitera en plus les discussions sur les droits de telle ou telle minorité. Puisque toutes les personnes ont droit aux mêmes droits, il n'y a pas de problème, en principe. Il nous faut évidemment aussi, bien sûr, développer, j'ai presque fini, rassurez-vous, monsieur le directeur, une approche plus ouverte aux partenaires non étatiques. Parce que sur de nombreux sujets, ce sont les fondations philanthropiques, parfois les entreprises, les ONG, les scientifiques, les associations de la société civile, les collectivités locales, qui sont devenus les acteurs du changement, les acteurs de l'innovation, de l'imagination. Moi, je me suis engagé, depuis que je suis à la retraite, auprès de 3 associations et ONG. Je vous assure, c'est formidable. C'est le cœur vivant de nos sociétés, l'action associative. Et je vous engage non seulement à devenir diplomate, parce que c'est le plus beau métier du monde, mais aussi à vous engager dans la société civile. Enfin, évidemment, il nous faut répondre aux demandes des puissances qu'il faut cesser d'appeler émergentes. Parce que, heureusement, de nouvelles puissances ont émergé. Et elles ne constituent pas, loin de là, tant pis pour les universitaires qui le plaident, ou pour un certain nombre de partis politiques à travers le monde, elles ne constituent pas un Sud global. Chacune d'entre elles revendique, comme celle qui avait déjà émergé autrefois, une forme d'autonomie, de capacité de décider lui-même, elle-même, puissance chacune, de son avenir et de ses choix, qui garantissent leur indépendance et leur rôle dans les processus mondiaux. Nous entrons, selon moi, encore une référence aux mathématiques, désolé, dans un monde qu'on appelle en mathématiques quantiques les sous-ensembles flous. Il n'y aura plus d'alliances, il y aura des partenariats multiples qui varieront dans l'espace, dans le temps, dans les thématiques. Plus aucun pays, et vous le voyez particulièrement dans les débats autour de la guerre en Ukraine, plus aucun pays ne veut avoir à choisir un camp plutôt qu'un autre. Et je peux à la fois voter aux Nations Unies
pour condamner l'agression russe en Ukraine, 142 voix, ça fait quand même une large majorité, et en même temps, ça ne veut pas dire que je soutiens telle ou telle position de tel ou tel pays qui soutient l'Ukraine d'une certaine façon. Il faut accepter cette complication de l'ordre international qui va naître. Je suis brésilien, je suis d'accord avec certains pays africains en matière commerciale contre les États-Unis, mais demain je serai d'accord avec les États-Unis contre ceci ou cela demandé par les Ukrainiens. Regardez la difficulté d'élargir les BRICS. Vous avez vu que le président Lula a eu une maladie extrêmement diplomatique la veille du sommet des BRICS qui lui a permis de ne pas y aller. Donc simplement c'est pour dire pas que ça ne marche pas, mais que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'au milieu de cette complexité, il n'y a qu'un ordre international stable, ce sont les Nations Unies. Elles existent, on n'a pas besoin de les inventer, il faut retrouver les moyens de les faire fonctionner. J'espère et je suis sûr que c'est ce à quoi votre conférence parviendra. Je vous remercie.